Bonjour tout le monde. Merci vraiment à tous ceux qui sont là. Je vais commencer par un immense merci. C'est pas évident en plein été de faire venir du monde pour parler de localisme et de municipalité. C'est pas évident et puis de voir tout ce monde, je trouve ça absolument merveilleux. Donc merci à tous ceux qui sont venus. Ben oui, c'est beau de vous voir déjà en grande conversation. C'est ce qui est le plus précieux pour moi, c'est qu'on se rencontre, qu'on tisse des liens. Merci à nos hôtes, Nancy et Philippe, de nous recevoir dans ceci magnifique lieu. C'est vraiment précieux. Je te laisse commencer. La question ce matin, c'est pourquoi le localisme? Parce que c'est ça vraiment la question, pourquoi le localisme? On s'en est pas tous rendu compte, certains plus que d'autres, mais dans les dernières années, puis je ne parle pas les 2-3 dernières années, là, dans les 50, 100 dernières années, on est parti d'un modèle, je prendrai un exemple agricole, de chacun fait ses affaires chez lui pour que ça fonctionne, à un système de grande culture, euh, tout pareil, tout planté pareil. Et progressivement, on nous enlève tous nos droits et on remplace ça par des privilèges. C'est un privilège d'avoir une maison, c'est un privilège d'aller chasser, c'est un privilège d'avoir un jardin, tout est devenu privilège. Et donc un privilège, par définition, il est conditionnel. Donc toute notre vie est rendue conditionnelle à ce que des gens, même pas ici, à Davos, à Pékin, à Tokyo, décident pour leurs intérêts à eux, ce qui est bon pour nous. On est traités comme des enfants de 7 ans à qui il faut tout expliquer. Et le mouvement localiste, c'est exactement l'inverse. C'est reprendre notre pouvoir. Alors la question, c'est comment on fait ça? Et on va essayer de passer la journée à se poser cette question, comment on fait ça? Mais fondamentalement, le mouvement localiste, c'est comment on reprend notre pouvoir. Est-ce qu'on est des enfants ou est-ce qu'on est des adultes? On va se poser cette question déjà. Est-ce que quelqu'un qui est à Davos ou à Tokyo, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous? C'est la grande question. Et c'est de ça dont je veux vous parler ce matin. Alors, je m'appelle Julie Maude. L'autodétermination, je peux dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai une mère autodidacte et passablement rebelle qui avait choisi déjà de ne pas accoucher dans le système, de ne pas faire garder ses enfants par les garderies qui se mettaient en place. Elle m'a inculqué le désir de réfléchir par moi-même, pour moi-même, de prendre mes décisions. Elle a baptisé moi et mon frère, elle nous a baptisés dans la rivière, elle nous a confiés à la grande source, au grand divin, sans passer par des intermédiaires humains. Je pense que ça a semé quelque chose de profond dans la capacité de rester fidèle à moi-même avec mes convictions plutôt que de suivre les idées du moment. J'ai gagné ma vie pendant 25 ans comme hôtesse de l'air. Fait que j'ai eu le privilège de me promener à travers le monde, de voir différentes façons de vivre la vie. Et pendant ce temps-là, à un moment donné, je trouvais que ça manquait quand même de profondeur. Puis j'ai choisi d'aller faire mon baccalauréat comme sage-femme. Et, euh, et là, j'ai avec beaucoup d'enthousiasme en me disant que par la naissance et par la conscience et par l'autodétermination et les choix bien éclairés, on pouvait changer le monde une naissance à la fois. Et dans le cadre du baccalauréat à l'UQTR, je me suis rendu compte que la pratique avait déjà été hijackée par une médicalisation, une idéologie de prise en charge où finalement, les choix, ils sont éclairés avec un certain angle et puis que on est finalement la liberté profonde de prendre des décisions, elle est souvent plus cadrée que je le pensais. Donc, j'ai choisi à ce moment-là de ne pas pratiquer. J'étais allée chercher mon diplôme, mais j'ai choisi de rester dans ma cohérence, puis en fait, de retourner dans mes vieilles pantoufles. J'avais gardé mon lien d'emploi, je suis retournée travailler
jusqu'à la grande crise qu'on connaît tous. J'imagine que pour la plupart, il y a eu des grands bouleversements dans les 5 dernières années qui font que là, on se retrouve et on cherche des moyens de se mettre en action. Puis c'est ça pour moi, cette grande crise-là, elle nous a rassemblés, elle nous a permis de se trouver les uns les autres, elle nous a permis de se rencontrer, nous. Et puis, et au-delà de l'intellectualisation, au-delà de la théorie, de se retrouver les uns les autres, la démarche pour moi, c'est vraiment mais comment on sort de notre chambre d'écho, comment on rejoint nos concitoyens qui n'ont pas encore saisi l'emprise idéologique dans laquelle on baigne depuis tant d'années. Et puis quand j'ai quitté Air Canada au sein de la grande folie, je n'allais pas participer, donc je me suis recluse dans ma petite cabane au nord de Maniwaki. Et là, quand je suis ressortie tranquillement de là, je suis allée au conseil municipal. Je me suis dit, je vais aller, c'est du monde avec qui j'étais à la petite école, qui sont sur le conseil. Je vais aller voir, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans un village de 450 habitants, fait que je vais aller sortir un lundi soir par mois. Et j'ai constaté là aussi le déficit démocratique, l'incohérence dans les prises de décision où on propose puis adopte des trucs dans nos faces. Puis là, ben, après ça, c'est avez-vous des questions? Puis c'est comme, ben, et où l'espace de discussion citoyen en amont de tout ce qui vient d'être voté ce soir? Puis elle a dit, non, c'est pas comme ça. La mairesse, elle me répond, c'est pas comme ça. Une fois qu'on est voté en place, ben, on prend les meilleures décisions pour nos constituants. Et puis là, ben, j'ai dit, ben, c'est à qui vous portez allégeance quand ces décisions-là, ils viennent pas de la base puis des villageois. Et, et ben, tranquillement, ça l'a semé des graines une fois par mois, à les poser toujours la même question, puis à refléter en fait qu'il y a un déficit démocratique, puis qu'on reflète pas les désirs, les besoins des gens. Puis ça, je me suis promenée dans le village, aller rencontrer les messieurs de la carrière, puis les messieurs des gros camions, puis les agriculteurs. Fait que pour moi, on vit une époque assez bouleversante, mais aussi où il y a la capacité de retrouver. Mon fun, c'est d'aller retrouver des liens à partir du vécu de chacun, où dans leur vie, il y a quelque chose qui devient, qui est incohérent, où ça ne résonne plus. Il y a eu la crise sanitaire, dite sanitaire, mais il y a toutes plein d'autres facettes de la vie où on est en perte de pouvoir si on n'y réfléchit pas bien. Puis il y a un concept en sage-famerie qui s'appelle la maïeutique, qui est que le savoir, la sagesse, la connaissance est en chacun de nous. Chacun a ses ressources intérieures pour prendre des décisions. Et l'idée, c'est de permettre des contenants, de permettre des espaces où ça peut émerger, cette sagesse-là. Puis qu'ensemble, ben après ça, on est capable d'être plus créatif. Voilà. Je vais vous parler un peu de l'origine et de l'histoire de ce mouvement localiste du Québec. Ça a commencé avec Marie-Hélène qui est à la caisse, et Bernard qui est juste derrière, et moi-même, on était au Parti conservateur du Québec. Et je pense qu'on a agi les trois, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler aussi pour les deux autres sur ce point. On est dans notre vie, moi j'avais pas l'idée d'aller faire de la politique, c'était pas mon idée. Et à un moment donné, on m'a interdit de sortir de chez moi. C'était le cas de tout le monde. D'un coup, la loi dit, vous devez rester chez vous. On a chacun nos limites, mais moi, la chose la plus précieuse, c'est ma liberté de bouger. Parce que je pense que j'ai pas imposé à qui que ce soit ma manière de vivre, mais si ça me va pas quelque part, je vais juste ailleurs, c'est pas plus grave. Je vais à un endroit où ça me va. Puis là, j'avais plus le droit d'aller ailleurs. Et là, j'ai réalisé l'expression quand on s'occupe pas de politique, elle s'occupe de vous. Eh ben, elle s'est bien occupée de nous, la politique. Et donc, j'ai écouté à l'époque Éric Duhem, et c'était le seul qui avait un discours un peu cohérent.
au moins au début. Donc je me suis impliqué en politique, et en réalité je me suis impliqué de manière très simple. J'ai juste dit, oh ok, il faut que je lui passe le message, tu as raison de dire ce que tu dis. Donc j'ai pris, comme on fait ça, j'ai pris une carte de membre. C'était juste un petit message, quelques dollars dépensés pour dire, je suis d'accord avec ce que tu dis. Quelques semaines plus tard, j'ai un appel, il n'y a pas dans votre comté d'association de comté. Voulez-vous faire partie d'une réunion? On était à l'époque encore avec des Zooms. On n'avait pas le droit de faire des réunions en personne. Donc, je me retrouve sur ma réunion Zoom. Et tout le monde était là par curiosité. Je dis, je veux bien m'en occuper. Là, si personne... Moi, j'ai un peu un réflexe dans la vie. Je ne veux pas forcément prendre la place, mais si personne ne le fait, je le fais. Et je me suis donc retrouvé président de mon comté, puis candidat. Et c'est là que j'ai rencontré Marilène et Bernard, parce qu'eux aussi avaient fait plus ou moins la même démarche, et on s'est tous retrouvés. Et on a compris comment la mécanique était hijackée, on parle de l'expression hijackée, les idées du parti qui viennent de l'extérieur du parti, qui ne viennent pas de l'intérieur du parti, pour la plupart. J'ai organisé plusieurs comités politiques. En réalité, à un moment donné, c'est moi qui avais le plus de comités politiques à l'intérieur du parti. Mais ce qu'on faisait comme travail, il y avait un travail extraordinaire qui avait été fait par tous les gens qui voulaient changer quelque chose, qui voulaient faire que ça aille mieux. Nos idées n'étaient pas intéressantes. Dans le fond, on était juste là pour rajouter des membres et des sous dans le système, mais notre opinion, on s'en fichait complètement. Donc on a quitté ensemble, et on a dit, on quitte le parti conservateur, parce que ça fait aucun sens, mais on quitte pas la politique, parce que si on fait pas de politique, on va vraiment, on voit nos libertés disparaître. Et donc on a démarré le mouvement localiste du Québec. Donc ça, c'est la petite histoire qui nous a amené à créer ça, puis d'autres gens se sont ajoutés. La première question qu'on s'est posée, c'est on veut pas de chef. Parce que le chef, c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans un parti. On a des gens qui rentrent dans un parti avec un chef et puis qui décident de tout. Puis ça marche pas, un autre chef arrive, on rechange tout. On voulait vraiment que les choses viennent de la racine. En anglais, grassroots. On voulait vraiment que les choses reviennent de la racine. Et donc, on a décidé de créer une agora. Donc, le mouvement localiste, plusieurs membres de l'agora sont là. Je peux en nommer plusieurs. Ils peuvent. Venez donc, oui, tous les membres de l'agora là. Nos collègues. Nos collègues de l'agora. Mercredi soir. Pour la grande majorité, il manque. Il manque Philippe, je l'ai vu passer. Il est arrivé, oui. Il manque André qui est en voyage. André est en voyage. Oui. Philippe, il est arrivé ou pas? Oui, il est quelque part. Voilà les membres de l'agora. Donc, le principe. Alors, Pierre, Bernard, Marilène, Philippe, Julie-Maude, Gilles, Paula et Valérie et Philippe Sambien. L'autre Philippe. Il y a deux Philippe, oui. Oui, mais je veux dire dans l'agora. Combien de régions du Québec sont représentées? C'est pacté dans l'Estrie. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le prochain membre de l'agora, il n'a pas le droit d'être de l'Estrie. Saint-Agathe, Laurentide. Lanaudière, Entre-Lacs. et puis une partie de mon cœur Outaouais. Philippe est à Montréal. Philippe est à Montréal. Donc, on a décidé qu'on n'aurait pas de chef et qu'on travaillerait sur les principes des chevaliers de la table ronde, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a plus de droits qu'un autre. On a travaillé, on a évolué, ça prend un temps pour reconstruire un concept comme on est en train de le faire, qui est un mouvement qui n'est pas un parti politique. La différence entre un parti et un mouvement, un parti il a un objectif, c'est se faire élire. Un mouvement, il a un objectif, c'est créer, développer un concept, une idée. Un parti, c'est une corporation. Oui. Nous, on s'est enregistré parce qu'on n'a pas le choix pour des questions financières. Sinon, tout l'argent qu'on récupère dans un événement irait directement sur les impôts de quelqu'un et on perdrait une partie de l'argent là, ce qui ne faisait aucun sens. Donc, on s'est nous-mêmes enregistré. C'est une OBNL. Aujourd'hui, le mouvement localiste du Québec est une OBNL. Donc, on a fait ce groupe-là. Et les objectifs de l'Agora sont plusieurs. Un, on a défini nos valeurs et nos objectifs. Et on continue à travailler là-dessus, à mettre des mots
sur le site web, on définit chacun des mots. Parce que souvent, quand on dit un mot, 20 personnes peuvent avoir 20 interprétations différentes. Nous, on écrit tout ce que l'on comprend. Et on évolue. Donc au début, par exemple, dans l'Agora, on avait dit toutes les décisions seront prises à l'unanimité. Et ça marche pas. C'est pas assez rapide. C'est pas efficace. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a dit, l'accélérateur à l'unanimité, c'est pas une bonne idée. Maintenant, on va mettre le frein à l'unanimité. Et on a intégré dans notre mouvement le principe de subsidiarité. Alors, c'est un mot qui est peu connu, mais qui est vraiment intéressant. Ça existe dans la Constitution actuellement suisse. Et d'ailleurs, l'Europe est en train de faire toutes les pressions du monde pour enlever ce concept-là de leur Constitution. Le principe, il est simple. Toute décision est prise au plus petit niveau possible des gens directement concernés. Ça, c'est à la Suisse. L'Église catholique a utilisé la subsidiarité pendant longtemps, mais à l'intérieur d'un dogme. Alors qu'au niveau suisse, c'est... Donc, si dans un village, on veut faire quelque chose, ça concerne ce village-là, ça ne concerne pas le village d'à côté. On n'a pas besoin que tous les villages du Québec soient faits exactement de la même manière. Et donc, ça peut être aussi un quartier. À Montréal, si un quartier veut agir différemment, pourquoi il agirait comme les autres? Alors, je vais essayer de donner des exemples de subsidiarité pour comprendre le concept. Je ne serais pas capable de vous répondre comme ça. Subsidiarité, t'es meilleur toi avec ce genre de choses, je ne vais pas dire de bêtises. S-U-B-S-I-D-I-A-R-I-T-E accent aigu, comme ça se prononce. C'est ça. Subsidiarité. Ok, c'est bon. Ça, c'est un bon mot pour Scrabble. Ouais, c'est bon pour Scrabble. Donc, c'est carrément, je disais en Suisse, c'est carrément à l'intérieur de la constitution de la Suisse. Donc les décisions sont prises, c'est pour ça qu'ils ont des votations, qui sont dans le fond des mini-référendums, ils ont des votations plusieurs fois par an pour prendre des décisions. Donc je vais prendre des exemples dans la vie de tous les jours où on pourrait comprendre le concept. Moi j'habite au milieu d'une forêt, combien j'ai de poules? Il y a un règlement municipal qui me dit que j'ai droit à 3 poules. Est-ce que quelqu'un voit mes poules? Est-ce que quelqu'un sent mes poules? Est-ce que quelqu'un entend mes poules? Personne. Ça ne concerne que moi, je prends la décision souveraineté. Maintenant, imaginons que je suis au centre du village. C'est un beau petit village touristique, puis un gars qui a des poules, puis ça dérange tout le monde, c'est au milieu de la roue, c'est pas beau, c'est pas... Ah, ok. Donc là, ça ne concerne plus la personne, ça concerne le village. Je mets quelque chose dans ma rivière, ça concerne le bassin versant au complet. Donc, les gens qui prennent la décision, ce sont les gens qui sont directement concernés. C'est le principe fondamental de la subsidiarité. Et c'est ça qu'il faut commencer à rediscuter pour que les gens le comprennent. Même nous, à l'interne, on a eu des tensions à des moments, parce qu'il n'y a plus personne qui prend de décision. La question qu'on a au niveau de l'Agora, c'est est-ce que quelque chose se fait à l'intérieur du mouvement localiste qui va contre les valeurs ou contre les objectifs? Oui, non. Oui, on va mettre un haut là. Non. Est-ce que les gens concernés sont d'accord? Directement concernés. Moi, j'aimerais pas que ce soit fait comme ça. Est-ce que tu t'impliques dedans? Non, tu n'es pas concerné. Donc, et ça, on peut l'intégrer vraiment facilement à l'intérieur des villages. C'est plus compliqué dans les grandes villes, mais à l'intérieur des villages, arrêtez de décider pour nous comme si on était des enfants de 7 ans pour tout. Et donc, il faut réimpliquer les gens. Et ça, c'est l'objectif du mouvement localiste. Réimpliquer les gens. Le meilleur endroit pour le faire, on l'a vu qu'au niveau provincial, c'était compliqué. Au niveau fédéral, j'y ai pas été, mais je suis convaincu que c'est un peu près pire. Donc, l'endroit où on a encore un accès réel au pouvoir, c'est dans les villages. Dans les villes, c'est compliqué, les grandes villes. Montréal, Sherbrooke, Québec, c'est plus compliqué. Dans les quartiers, on peut le faire encore un peu. Mais dans les villages, on a encore beaucoup de pouvoir. Ça prend quoi? Le micro, il a arrêté. Ah. Tiens, pour ça 2 minutes, je vais... On continue ça? Oui, on continue. Voilà, ça va être... Tant pis, il va y avoir du... Donc,
Sortez votre voix théâtrale. Je vais sortir ma voix de stentor. Donc, qu'est-ce qui se passe pour se présenter dans une mairie? Ça prend quoi? Plus fort. Je ne parle pas d'une grande ville. Une grande ville, c'est un peu plus compliqué. Plus fort encore? Ok, je vais essayer. Dans un village, pour se présenter, ça prend 5 signatures. 5. D'habiter officiellement à cet endroit-là, puis d'être canadien. C'est tout. Il n'y a pas d'autre demande. Et vous devez vous présenter comme conseiller ou comme maire. Donc, il faut aller. On n'est pas obligé d'avoir envie d'être conseiller. Aller au conseil municipal. Oui, on a fait ça plate. C'est fait exprès pour que vous n'y ayez plus. Parce que le processus, c'est simple. Vous arrivez, ça me prend un proposeur, un secondeur pour le règlement sur les poubelles. Sur les poubelles. Ah. C'est ça. Proposeur, secondeur, votez. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai plus de questions, vous avez déjà tout voté. On va vous expliquer le processus. Et tout ça, ça vient de quoi? De la MRC. Donc, première action que peut mettre le mouvement localiste en place, c'est de créer du lien entre les conseillers, les maires, qui n'ont plus envie de ne passer que les commandes de la MRC. On va devenir la MRC du peuple. Actuellement, regardez bien comment ça se passe. La MRC demande au maire de passer des règlements qui écœurent la population. Ce qui fait que quand un citoyen va voir le maire, en général, c'est pour lui crier des mots d'oiseaux. Donc on passe une loi pour protéger les élus. On crée la distance. Rappelez-vous la distance sociale. Il ne faut pas que les gens se parlent. Ou alors il faut qu'ils se parlent à travers des réseaux sociaux contrôlés pour être certain qu'on sache qui dit quoi. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On limite à 3 minutes. Après, on a un ticket dans les municipalités si on parle. On a juste droit à 3 minutes. Et selon les villages, les tickets peuvent monter à des prix astronomiques. Oui, un ticket. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les villages, quand tu es d'accord avec le maire, tu as tout ton temps. Mais quand tu es en désaccord avec le maire, on arrête ça à 3 minutes. Pile, une seconde de plus, tu prends un ticket. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc le maire, lui, il est toujours en opposition avec les citoyens. Il parle à qui quand il a des questions? À la MRC, qui lui présente toujours les choses sous l'angle de la MRC. Là, on va essayer d'intégrer un maximum de maires à l'intérieur du mouvement localiste, de gens qui se présentent, pour que quand ils ont une question, on va ensemble réfléchir comment on peut s'y prendre. On a déjà perdu des grands pans de pouvoir, des grands pans. Aujourd'hui, la MRC a tout pouvoir pour le rôle municipal. Ce n'est plus la mairie qui a du pouvoir là-dessus. C'est fini. Sur l'aménagement du territoire, je connais des cas de figure où dans un village, il y avait une érablière sur un bord du village, la MRC a décidé d'y mettre la zone industrielle. Tout le tour, c'était sans intérêt, ils ont mis la zone industrielle et ils ont rasé l'érablière, parce que c'est la MRC qui décide. Maintenant, si on a une vraie pression publique, on peut avoir des changements. Oui, si je peux me permettre. Dans mon petit village, on avait fait justement une expérience pour remettre du lien puis mettre en lumière la dysfonction. On avait entendu que dans une autre MRC, la MRC de Montcalm, il y avait eu du rezonage au niveau provincial, ça avait été rezoné. Puis là, ça avait pour effet que certains villages, certains citoyens n'avaient plus le droit d'avoir leur jardin personnel, leur petit jardin chez eux, derrière, dans leur cour, ou des mini-fermettes qui tout d'un coup ne pouvaient plus produire. Et puis, sachant cela, avec quelques acolytes qui comprenaient la mécanique dans mon village, on a proposé au conseil municipal de mettre une motion qui encourageait les jardins personnels. Et puis là, c'est les conseillers et la mairesse qui se sont rendus compte de la complexité technocratique de devoir aller demander la permission à la préfète de la MRC pour pouvoir, 1 mois et demi plus tard, nous dire « Ah oui, c'est correct, on va le mettre dans les motions du conseil ». Et ça l'a fait allumer les quelques citoyens qui étaient sur place et ça l'a fait comprendre au conseil justement dans quelle mécanique ils étaient coincés. Fait que
Puis là, ils disent ben, emmenez-en des projets et ils veulent. La plupart des élus municipaux, ils sont bien intentionnés, ils veulent servir leur communauté. Les gens qui se lancent dans cette aventure-là, pour la grande majorité, c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent redonner à leurs concitoyens. Et puis, ils se rendent compte qu'ils sont pris dans une structure qui laisse peu de liberté. Fait que de créer des mouvements citoyens au-delà de ce qu'on va faire cet après-midi, c'est de développer des mécanismes puis des idées pour se présenter, mais au-delà de ceux qui veulent se présenter, des citoyens qui veulent s'impliquer pour appuyer les mouvements. Plus on est nombreux, comme ça s'est passé aux îles de la Madeleine quand ils ont tenté d'instaurer le pass des îles. La deuxième rencontre, la première rencontre, le maire était très condescendant envers les intervenantes qui s'étaient manifestées avec beaucoup de cohérence. À la deuxième, l'Assemblée était pleine et puis la motion a tombé finalement. Donc, c'est de vraiment se rendre compte que quand on est nombreux à soutenir notre conseil pour qu'il aille parler pour nous, ben, on renverse là, la mécanique. Et là, je vais faire du pouce sur un autre rôle et une demande aussi d'ailleurs, si des gens veulent s'impliquer dans le mouvement, on a besoin de bras, parce que tout ça, c'est du bénévolat, on est en train de construire tout ça. C'est de documenter toutes ces choses qui sont faites un peu partout au Québec. Il faut que quelqu'un qui a dit « Ah, moi j'ai envie de faire de quoi ?» Parfait, tu vas sur le site web, tu vois tous les exemples qui ont été faits. Les bons, les mauvais, ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi. On va aussi, à terme, mettre en place dans chacune des villes toute l'information qu'on a. Combien ça coûte dans tel village pour déneiger 1 kilomètre. Toute l'information qui est gardée secrète, on va commencer par la cumuler. Nous, on ne veut plus des budgets. Puis ça, je vais laisser la place à Pierre, qui va en parler cet après-midi. Mais on ne veut plus des budgets secrets. Les routes, c'est tant. Non. C'est combien pour déneiger 1 kilomètre? Puis pourquoi le village à côté, il paye 2 fois le prix ou 2 fois moins? Donc, réussir à avoir un endroit où toute l'information est centralisée. Les bons coups, les mauvais coups, ce qu'ont fait les villes, ce qu'ont fait des citoyens. Et puis après, si quelque chose est documenté en autosuffisance alimentaire ou dans l'exemple qui a été donné par Julie Maud, voici ce qu'on a fait, voici la séquence, voici sur le conseil municipal le lien de ce qui a été voté. Si votre maire le refuse, pourquoi eux, ils y ont eu droit? Parce que dans le fond, ce qu'ils sont en train de faire au niveau des villes, c'est exactement l'inverse. Donc il faut jouer avec les mêmes armes qu'eux. Il y a de plus en plus de règlements, ce que j'appelle le millefeuille réglementaire qui est en train de s'ajouter de partout. On vous demande bientôt de dire combien vous avez de cuir dans votre tiroir pour savoir si c'est légal. Mais tous ces règlements-là, ça fait qu'il y a des fonctionnaires qui peuvent plus ils sont saturés. J'ai parlé avec des fonctionnaires dans les villages qui ont 1000 dossiers ouverts. Ils s'en sortent plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une entreprise privée, comme dans le cas des infirmières, qui fournit aux villes des conseillers, enfin des inspecteurs, des gens de l'administration pour gérer tout ça. À gros prix, on s'entend bien, ce qui fait que les villes sont de plus en plus endettées, donc elles ont de moins en moins de pouvoir décisionnel. Et puis là, la première chose qu'ils font en arrivant, ah mais vous n'avez pas le règlement du village d'à côté, vous n'avez pas ce règlement. Vous savez pas quoi? Nous, on a un service pour vous faire des règlements. Et donc là, ils rajoutent des couches de règlements. Et ça s'ajoute, et ça s'ajoute. Et donc, ça prend plus de gens. Et aujourd'hui, vos taxes municipales montent dans le plafond. Pourquoi? En grande partie pour ça. Et les villages roulent la dette comme les gouvernements. Ils roulent la dette. Ils se retrouvent avec à prendre des prêts. Et on voit j'en parlais avec Christian Loret, ils ont monté des dettes au niveau de sa ville qui sont absolument considérables. Et ça se rajoute. Ils ne payent que les intérêts et ils roulent la dette. Et les gens, bientôt, ne pourront plus payer. Il n'y aura plus de pouvoir au niveau des villes. Parce que la meilleure manière d'enlever le pouvoir à quelqu'un, c'est de lui donner de la dette. Donc, ça devient tellement important aujourd'hui de se réimpliquer. Dans le fond, le message qu'on vous a donné pendant les 50 dernières années, c'est travailler, gagner de l'argent, payer vos impôts, le gouvernement s'occupe de tout. Malheureusement, il l'a fait. On va commencer par recommencer à s'occuper de nous. Et comme ça s'est fait aux îles de la Madeleine,
comme ça s'est fait dans plusieurs villages. Il y a un village où quelqu'un qui était dans sa maison depuis 50 ans, je crois, ça faisait 50 ans qu'il avait construit sa maison. Et là, le maire lui a demandé de raser la maison et de replanter à l'origine, parce qu'il y avait une ambiguïté il y a 50 ans sur le zonage. Oui, ben il y a Marc et Monique qui sont des représentants de ce village. On a des gens qui ont bien compris ici. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez entendu notre message par-ci, par-là. Moi, je suis curieuse de savoir si, quand on dit ça, est-ce que vous avez dans vos villages des exemples, mettons, de réussite, de réussite d'initiative citoyenne comme on vient d'en parler? Moi, j'avais une autre question. Tu as parlé un peu des fonctionnaires, mais le directeur général, habituellement, dans une municipalité, il a énormément de pouvoir. Il a tout pouvoir, ou presque. En réalité, le maire n'est... Et souvent, le maire est la marionnette du Oui. directeur général. Maintenant, on va avoir des discussions tout à l'heure avec Samuel Bachand au niveau légal. Effectivement, il a tout pouvoir. C'est la séparation, en réalité, un petit peu. On a reproduit au niveau des villages ou des villes ce qui se passait au niveau du gouvernement. Donc, en théorie, c'est pour éviter, parce que chaque fois qu'on vous place quelque chose, c'est toujours pour le bien. C'est jamais pour le mal. Donc, c'était pour éviter la corruption. La réalité aujourd'hui, c'est que le maire ne peut plus parler aux employés, il ne peut plus rien faire. Il ne peut que passer des règlements. Et là, j'ai un exemple qui m'a été donné. Des règlements. Oui. Il approuve des règlements qui ont été pondus par quelqu'un d'autre. Bah oui et non. Encore une fois, il peut le faire, mais il n'est pas obligé de le faire. J'ai un exemple qui m'a été donné. Quelqu'un qui se fait élire conseiller municipal, qui a toujours travaillé dans la construction, qui était contracteur, et il est en voiture, il croise sur un terrain de la municipalité un de ses anciens employés qui est en train de faire un terrain de soccer ou whatever, c'est pas tellement important le sport. Qu'il arrive, ah bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, je suis en train de faire ça. Avec cet équipement, mais c'est ben trop petit, ça va prendre des semaines, ça va coûter une fortune. Ça prendrait quelque chose de plus gros. Et comment tu vas faire ça droit? Ah, comme ça, à l'œil. Bah, tu vas avoir des flaques d'eau partout, ça fait pas de sens. Il sort un laser de son truck, il lui pose un laser, il dit au moins tu vas mettre ça de niveau. Et puis, il part en colère vers la ville en tant que conseiller qui se sent impliqué en disant mais ça n'a pas de bon sens, il n'a pas le temps de se rendre. Coup de téléphone de la directrice générale, monsieur, vous n'êtes conseiller qu'au moment du conseil municipal. Le reste du temps, vous n'êtes qu'un citoyen normal et vous n'avez pas le droit de parler aux employés. Vous n'avez pas le droit de parler aux employés. Si ça ne vous va pas, vous devez obtenir un vote au conseil municipal et je jugerai si le document que vous donnez est valide ou pas. Elle n'est pas élue, hein? Elle n'est pas élue. Et autre exemple d'une mairesse à qui j'ai parlé, qui se retrouve élue et qui demande à avoir un login pour accéder aux données du serveur de la mairie. Réponse, non. Vous ne pouvez pas avoir accès. Mais comment mon rôle est de vérifier qu'il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose qui vous semble pas correct, vous obtenez un vote au conseil municipal, vous me donnez le document, je valide s'il est légal, et s'il est légal, je réponds. Sinon, vous n'avez pas accès. Eh oui, non mais faut juste réaliser où on est rendu. Et si on réagit pas vite, je vais vous expliquer, à mon avis, ça c'est de la prospective, mais c'est mon opinion de ce qui va se passer derrière. Par contre, vous pouvez passer un vote pour virer le directeur général et mettre un directeur général ou une directrice générale qui est d'accord avec votre manière de voir les choses. Il y a encore du pouvoir. Il faut juste avoir le courage de l'avoir, ce pouvoir-là. À l'EMRC, vous avez le droit de dire non. Il faut avoir le courage de dire non. Maintenant, si vous avez toute la ville ou le village derrière vous, vous êtes fort pour dire non. Si, comme chaque fois vous passez quelque chose, c'est pour contraindre les citoyens, vous n'avez pas les citoyens derrière vous, donc vous n'êtes pas fort. D'où l'importance de se réimpliquer et que les maires conseillers doivent être nos amis. On est ensemble pour vivre ensemble. On n'est pas là pour appliquer l'agenda 2030. C'est par leur choix, mais tant qu'on est sur notre canapé en disant ça n'a pas de bon sens et qu'on fait rien, on leur donne tout pouvoir. Le pouvoir, on l'a encore. Et là, je vais me permettre de faire un peu de prospective.
Ils ont déjà fait ça au niveau des écoles. Ils ont enlevé tout le système de vote en disant, ben, de toute façon, les gens ils vont plus. Ben, évidemment, les gens votent plus parce que ça n'a plus aucun sens. On a enlevé toute la démocratie, donc ils votent plus. Donc comme ils votent plus, et en plus, ils ont passé la loi 57 pour protéger les élus. Mais après, l'étape d'après, c'est quoi? On va enlever les élus et on va mettre un représentant de la MRC qui va être un fonctionnaire. Dossier réglé. Et pourquoi je vous dis que je suis à peu près convaincu à 99,9% que ça arrive, c'est que même en France, ils sont en train de faire la même chose. J'ai écouté un politicien dire arrêtez d'agresser vos élus parce que sinon, on ne pourra plus en avoir. Aïe, le mot est lancé. Donc, ils font des ballons d'essai quelque part. Tant que ça passe, on continue. Donc, on va se faire retirer toute forme de démocratie si on ne s'implique pas. C'est ça. Ne parlons pas de l'alternative, soyons. Non, si on ne s'implique pas, c'est ce qui va se passer. Donc, il faut s'impliquer. Et s'impliquer de plein de manières. Steve. Je ne peux pas donner d'exemple, mais je sais qu'à Saint-Adrien de Ham, une communauté qui est très impliquée dans leur municipalité. Vous avez eu le temps d'aller visiter les personnes, là, ben justement avec aussi les gens qui sont avec le Saint-Vrac, mais il y a une communauté autour de ça. Et eux, au lieu d'aller vouloir vivre en communauté, tout ça, ben, ils ont décidé d'aller habiter le village de Saint-Adrien, puis de participer aux réunions du conseil. Puis là, ils sont sur le point d'élire une mairesse en fait, là, qui est dans les mêmes idéologies que la population. Là. Oui, c'est ça, ça se passe. Il y en a des groupes. C'est quand même de quoi de très intéressant. Ça pourrait être intéressant si vous allez rencontrer qu'est-ce qui s'est fait. Là, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Des fois, c'est justement s'il y a des groupes de personnes, des fois, on dit on va aller habiter en communauté, c'est très louable, mais peut-être une des étapes, c'est d'aller habiter le même village. Parce que ce qui est arrivé, ce qui arrive justement, le délestage démocratique, on a déserté les assemblées, mais ce qui arrive dans les réunions municipales, c'est que c'est vide. Fait que si un groupe de personnes va prendre une place dans ces rencontres-là, ben, on tombe déjà en majorité. Juste avoir un petit groupe de 20 personnes, on tombe déjà en majorité. Oui. Ben, on a mis des petites abeilles dans notre logo. L'idée, c'était d'aller essaimer, puis c'est que, justement, là, on est ici une trentaine, mais on a chacun dans nos régions des connaissances, puis ceux qui connaissent du monde qui sont à Saint-Adrien, on a jasé avec le monde du Saint-Vrac, puis ils avaient trouvé une façon de rénover leur truc en faisant des meubles intérieurs aussi grands que la pièce plutôt que de faire des rénovations. Fait que oui, il y a des astuces comme ça, puis l'idée, c'est de les rapatrier, puis qu'on se donne les idées, puis moi, j'avais aussi comme vision qu'on soit nombreux, même si c'est pas dans notre village, d'aller appuyer le village à côté à leur soirée du conseil, que tous ceux qui comprennent cette mécanique-là et qui comprennent que la force du nombre est importante, ben qu'on soit des essaims à travers les différents villages pour pouvoir avoir plus de poids. Monique? Pour enchérir sur le site, à Saint-Adrien, ils font une rencontre le 31 août à l'église, c'est le village voisin de chez nous. Ils font une réunion pour ces sujets-là. Le matin. Le matin, 12 heures. C'est une réunion, ils vont parler de municipalité, ils vont parler de ce qu'on parle là. Les gens sont invités à y aller. C'est 31 août. Fait que 31 août, tout le monde à Saint-Adrien, on s'en va les appuyer. Et puis, sur le site web, il y a un formulaire. Si vous êtes au courant de quelque chose qui se passe quelque part, vous avez un formulaire, vous avez tous les villages du Québec par MRC, vous choisissez le village, vous remplissez le formulaire et on va le mettre sur le site web. Donc, on va documenter l'information. C'est ça, pour nous, l'idée, c'est d'être des connecteurs, de recenser ce qui se fait et de mettre le monde en lien. On est un peu nomade avec Laval, mais on a aussi notre local à s'occuper. Fait que c'est ça qu'on puisse, par région plus grande, se retrouver les uns les autres. Comment est-ce que l'information est retransmise aux autres, ce qui va être mis... C'est sur le site web. Tout est... faut aller sur le site web.
savoir. C'est ça, bah, c'est l'idée. Puis On pourrait, nous, on a fait un groupe Facebook, puis la minute qu'il y a une information, c'est dessus, puis tout le monde le sait instantanément. bah, on l'a aussi. On l'a aussi, on on veut manque. C'est même pas Facebook, là, c'est juste Messenger. Oui, c'est ça. C'est même pas. Puis On a tout un le groupe. monde parle le message. On a un groupe Messenger, on a un groupe Facebook. Il faut développer une newsletter, mais ça prend des bras. Donc oui, ça prend une. Marilyn, t'avais levé la main? Un membre d'équipe pour un donné, parce que c'était dans une de ma campagne électorale et j'avais dit, on m'avait invité, j'avais fait décider leur épicerie locale, tout ça, fait que j'ai déjà des contacts avec les Moi, si je retourne, ils vont sûrement un peu pas connaître parce que c'est majoritairement ça pourrait être. Oui, on ouvre les portes. Je veux donner un petit exemple d'une initiative dans Nicolet-Yamaska. Nous, on a fait 2 rencontres d'information pour que les gens sachent ça prenait quoi pour aller se présenter au conseil municipal, puis rencontrer des anciens élus ou des élus en place, puis être encouragés, voir, parce que beaucoup de gens se disaient, mais moi, j'ai pas ce qu'il faut. De briser ça, puis d'aller voir de quoi on a besoin, puis quelle aide on peut avoir. On a fait une rencontre comme ça. Puis une autre va regarder la loi, puis mieux comprendre la loi sur les municipalités, puis les élections, tout ça, puis que les gens ne se sentent pas perdus face à ça. Dans la première rencontre, c'est moi qui animais, puis j'ai dû arrêter souvent l'Assemblée pour dire non, aujourd'hui, on se concentre sur ça prend quoi pour se présenter au conseil municipal, on ne va pas réinventer la démocratie ce soir. Mais là, ça me venait tellement souvent que j'ai dit, OK, je vous promets qu'on fait une autre rencontre pour parler de comment on peut améliorer la démocratie municipale, et ça va être le 6 octobre. À Sainte-Monique-de-Nicolet, c'est gratuit, si ça a du sens. Sainte-Monique-de-Nicolet, c'est comme entre Montréal et Québec, là, c'est entre la 20 et le fleuve. On passe de Trois-Rivières. C'est ça. Le 6 octobre. Le 6 octobre à 19h à l'église de Sainte-Monique. C'est C'est ça, merci de le dire ici. On va mettre la vidéo sur le site, mais c'est pas tout le monde qui va l'écouter. Fait que c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on fournit pas. On a eu quand même beaucoup de monde qui se sont inscrits. Mais bon, après ça, comment orchestrer tout ça, que ce qu'on reçoive soit assez complet, qu'on puisse, que Gilles il puisse le transférer sur le site, que ça devienne disponible. Aussi, le site web, ben, ça vous appartient aussi. Fait que c'est à vous de faire des suggestions aussi, s'il y a des moyens de rendre l'information plus digeste pour les autres aussi. On est très ouvert. Un calendrier, un peu d'activité en Montréal et Québec. Ah, ça serait une bonne idée, ça. Vos dates, là, on met le calendrier, puis à dire Tel endroit, telle à date. tel endroit, il y a telle date, il y a telle activité. Il y a plein de bonnes idées. Une vidéo pour se souvenir de Janie, elle a dit telle affaire. Ben, Non, c'est ça. Fait que merci pour le calendrier. On rajoute ça, Gilles. Mais il n'y en aura pas à tonne au début. Fait que ça va être facile Ben, il y en a de voir pas mal. comment- il y en a plus qu'on croit. C'est ça le point. Il faut les recenser. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ben, justement, il y en a plus qu'on pense parce que présentement, il y a beaucoup de mouvements par rapport à contrer les projets éoliens dans différentes régions du Québec, Absolument. dont je suis. Justement, mardi prochain, au conseil municipal, on invite plein de monde, là, mardi le 12 à Saint-Césaire. Ça, c'est un petit peu moins loin que Sainte-Monique, non, c'est une blague. Mais c'est au cœur de la Montérégie. C'est entre Saint-Hyacinthe, Grimby, puis justement, c'est pas moi personnellement qui le fait, c'est dommage parce que la personne qui l'a fait elle voulait être ici, mais pour des raisons familiales ne l'est pas. Mais c'était cette personne-là que, tu sais, tantôt vous avez dit créer du lien. Mhm. Parce qu'effectivement, les élus qui sont sur les conseils municipaux, ils sont sensibles à tout ce que la population peut demander. Et je pense que c'est de créer ces ponts-là, puis ça a été fait. Et là, ce qui va se produire le 12 août, les élus et le maire, peut-être que la directrice générale est là-dedans aussi, ça je ne le sais pas, mais pour contrer justement un règlement de zonage, ils en ont pondu un nouveau et qui va contrecarrer d'une certaine façon, sans le dire, mais le projet éolien. C'est qu'au lieu d'avoir des éoliennes industrielles de 180 mètres de hauteur, ils ont dit, OK, vous en voulez des éoliennes, mais nous, sur notre territoire, nous allons avoir 80 mètres. Fait qu'évidemment, les promoteurs du projet Ils sont plus intéressés. et ils sont pas contents par tout.
justement, ils vont assister au conseil municipal pour mettre de la pression sur les élus. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'inviter le plus de monde possible. Et l'autre aspect, c'est la distance des éoliennes industrielles face aux habitations. Ben, ils l'ont augmenté, je pense, de 300, le chiffre, je ne me souviens plus, de 300 ou 400 mètres de plus. Et ce qui fait que ça contrecarre également l'implantation des éoliennes dans la région. Une des problématiques qu'on a, c'est que où ce qu'ils veulent implanter ça, c'est dans la MRC de Rouville. Et il y a 3 municipalités qui sont concernées. Mais évidemment, c'est plus difficile de, entre guillemets, travailler à créer du lien partout quand on est, mettons, à un endroit, mais c'est pas impossible non plus. Ben, bref, le 12 août, on a besoin de renfort. Parfait. Ben, vous venez d'expliquer encore une fois pourquoi on est là. On n'est pas là pour dire aux gens quoi faire, on est là pour mettre en lien tout ça, puis créer une structure qui va... Ce qui est nouveau, c'est que j'entends régulièrement maintenant des gens parler du mot localisme. J'en entendais jamais parler avant. Puis de plus en plus, je vois des petits... Donc quand les gens vont arriver vers le localisme, ben, ils vont avoir l'ouverture vers toutes ces choses-là qui sont en train de se faire et réaliser qu'ils ne sont pas tout seuls. Et c'est tellement important de réaliser qu'on n'est pas seul quand on fait quelque chose, parce que si vous avez la possibilité de faire venir 20-30 personnes de plus dans une salle de conseil, ça fait toute une différence. Exact. Ils rajoutent des chaises, on aime ça. Je veux qu'une deuxième année, il y en a que tu vas parler, mais le côté vraiment là, démocratie locale. Actuellement, je suis là l'idée réfléchir, mais je ne veux pas qu'on lance dans cette discussion-là, là, mais Desjardins, qui est aussi une démocratie très locale qui peut être, oui, la réalité c'est que oui, mais on est en train de perdre des plumes pareil, mais la même approche éventuellement parce que c'est municipal à la base. Il y aurait de quoi réfléchir. Paroissial. Paroissial, ben, c'est encore plus local que municipal. Donc, en tout cas, je crois qu'il y aurait la même énergie locale, municipale dans cette direction-là. Je veux fermer la parenthèse, parce que je sais que c'est pas le. Non, mais en réalité, il n'y a pas un sujet. C'est ça. L'idée, c'est de... Pour moi, on ne peut pas faire fi, on faut arrêter de nier qu'il y a un agenda globaliste en marche. Pour moi, il faut affirmer ça pour savoir après ça face à quoi toutes les tentacules à laquelle on veut s'attaquer. Il ne manque pas de projets pour essayer de se défaire de cette pieuvre. Fait que tous les projets qui sont là, on a finalement réduit notre fin de semaine à une journée, puis on s'est dit qu'on axerait sur le municipal parce que les élections s'en viennent le 2 novembre, puis on a du monde qui sont intéressés à se présenter. Mais le mouvement localiste se veut un mouvement de réflexion. Pour moi, c'est une grande révolution culturelle à laquelle on est appelé. On est appelé à se reprendre en main, à se responsabiliser dans toutes les facettes de nos vies. La dimension financière en est une. Par rapport à le mouvement, en fait, j'avais parti un groupe, Relançons le mouvement Desjardins. Puis le but, c'était de reprendre, de réinvestir les assemblées des caisses Desjardins qui sont tous indépendantes. Bon, je ne veux pas faire une histoire trop longue avec ça. Mais bon, je me suis associé. Maintenant, on a travaillé avec quelqu'un qui était plus ou moins dans la même direction. Donc, c'est un peu ça qui a avorté. Mais une des approches qui était proposée, qui n'avait pas été retenue, c'était qu'il y avait plusieurs maires des municipalités qui étaient en grogne auprès de Desjardins parce qu'ils fermaient les centres de services, qu'ils fermaient les. Il était en train tout le temps de fermer, fait qu'il était en grogne. Puis, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une irrégularité au niveau des assemblées générales. Puis, l'idée aurait été d'aller approcher chaque maire qui sont dans cette grogne-là pour adopter une résolution où ils demandent à la Caisse de respecter leur règlement. Donc, lorsque des maires adoptent cette résolution de dire « Nous vous demandons de vous conformer au règlement »,
Après ça, une fois que tu as ces résolutions-là, tu peux le présenter devant le média, puis ça aurait punché. Mais là, en tout cas, sans aller trop loin dans les détails, mais il y en a qui voulaient plus faire de la petite politique que d'aller frapper sur le Mais on est en train d'enregistrer ça pour le mettre sur le site web. J'assume toutes les paroles. Je couperai ce qui doit être coupé si on me le demande. Mais on apprend, on réapprend tout. On comptait sur des médias qui donneraient, on comptait sur des médias qui nous transmettraient la bonne information. Bon, on a bien vu que les médias n'étaient pas là pour ça. Mais regardez, maintenant on est capable avec un peu de moyens d'avoir des bonnes caméras, d'avoir des bons micros, on fait notre propre système de médias. Et les gens, ça n'a pas l'air que le système est en train de s'effondrer, mais il s'effondre à bien des égards. Pourquoi aujourd'hui les grands médias sont tous en faillite? Parce qu'il n'y a plus personne qui les écoute. Les publicitaires, parce qu'ils font leur argent essentiellement à base de publicité, eux ils ont leur propre mode de calcul. Avant tout le monde écoutait, maintenant plus personne n'écoute. Et de plus en plus de gens écoutent les médias alternatifs. Donc l'information commence à circuler. En réalité, c'est l'implication citoyenne qui fait le changement. Et c'est l'implication de tout le monde. On veut toujours mettre une responsabilité à celui qui a fait déborder le vase, mais toutes les autres gouttes sont aussi importantes que celle qui a fait déborder le vase. C'est chacun qui en rajoute une goutte dans le vase qui, au bout d'un moment, va remplir le vase. Donc c'est vraiment ça l'idée qui est en arrière. Et si vous avez envie de passer quelques heures par semaine pour aider, il y a des newsletters à écrire, c'est tous ces éléments-là. Les bonnes idées, il faut faire un calendrier. Oui, il faut avoir des formulaires. On ne peut pas mettre tout ouvert sur le site web où chacun peut rentrer n'importe quelle information, parce qu'on sait très bien que ça va être utilisé contre nous. Mais par contre, on a besoin de gens pour lire, pour mettre de la cohérence dans tout ça, pour valider. Donc, impliquez-vous au niveau de vos villes, impliquez-vous avec nous, impliquez-vous avec qui vous voulez, mais impliquez-vous. Je pense que s'il y a un message dans la journée, c'est celui-là. Puis de réouvrir les conversations à la caisse, dans l'autobus, au dépanneur. Pour moi, c'est vraiment ça une démarche aussi, c'est de réactiver le désir de réfléchir à la politique. La plupart du monde, soit il prie pour, il vibre la bonne vibration pour le 5D, puis ça va advenir tout seul, ou ils veulent juste pas en entendre parler parce que la politique, c'est déjà tout corrompu. Pour moi, c'est de se réapproprier ces mots-là, de se réapproprier la parole citoyenne, la conversation publique, de réélaborer nos idées ensemble. Il y a eu, on se construit, puis on a eu la visite impromptue d'une inspectrice municipale qui rentre, puis elle s'en vient, elle sort son iPad, puis elle vient faire des photos. Je fais, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas d'avertissement. Mon chum n'est pas là, c'est lui qui gère le chantier habituellement. Ah, c'est pas grave, je veux juste prendre des photos. Je dis, c'est rien de personnel, mais je veux juste vous dire que pour moi, on a un grave déficit démocratique, là. Puis au début, elle était comme, c'est mon travail. J'ai dit, je comprends, mais il faut qu'on chacun, on se mette à réfléchir à pour qui on œuvre, à qui on porte allégeance. Qu'est-ce qu'on fait appliquer sans réfléchir? Fait que je profite de chaque occasion, de chaque rencontre que je fais pour aller faire réfléchir les gens sur c'est ça, les actions qu'ils posent et les décisions qu'ils prennent pour eux-mêmes et pour les autres. Tout le système s'est mis en place pour retirer du pouvoir et de l'agence personnelle à chacun, mais en donner sur les autres. Fait que c'est de rééquilibrer cette balance-là, qu'on a du pouvoir sur soi et que quand on se sent imbu du privilège de gérer quelqu'un d'autre, on a peut-être quelques petites questions à se poser. Je rappelle qu'il y a eu un règlement provincial qui a été donné pour partout quand une mairie décrète une urgence non définie, c'est-à-dire que ça peut être l'urgence climatique, ça peut être n'importe quoi. La loi 50. La loi 50. Plus fort. On peut nommer n'importe qui dans le village pour aller chez vous prendre des photos pour valider si vous suivez les règlements municipaux. À un horaire qui est marqué raisonnable, sans définir raisonnable. Moi, je me réveille à 5h, 5h30, c'est raisonnable pour moi. Donc, ça veut dire qu'à n'importe quel moment de la journée, il peut y avoir des gens qui rentrent chez vous prendre des photos
sans vous demander la permission. Alors que dans le même temps, la police, elle n'a pas le droit de rentrer chez vous. La demeure était inviolable. Non, mais dans la propriété, pas dans la maison, dans la propriété. Dans la propriété. Mais la propriété est inviolable aux États-Unis parce que puis ça, on peut en parler avec Samuel tout à l'heure. Un des enjeux qu'on a au Canada, c'est que la propriété privée n'existe pas au niveau constitutionnel. Elle n'existe qu'au niveau réglementaire, ce qui permet aux villes de faire n'importe quoi. Alors qu'aux États-Unis, ou même en France, la propriété est constitutionnelle. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il faut changer la constitution. C'est quand même beaucoup plus compliqué que de changer un règlement municipal. Et donc c'est ça, ils en abusent et on met les citoyens les uns contre les autres. Parce qu'une fois que tu as donné ça dans ton village, comme on dit, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, lui il m'a piqué ma job, lui il m'a piqué ma blonde, bouge pas, je sais que toi tu as fait ça, 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 ça et ça, je vais aller te dénoncer. Ça s'est passé pendant l'arnaque covidienne, ça s'organise tous les jours. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé Ce qui se passe en ce moment. En ce moment. En Nouvelle-Écosse, ils viennent d'instaurer l'interdiction de se promener en forêt, de camper, d'aller chasser, d'aller pêcher. Les forêts sont rendues inaccessibles aux citoyens sous peine d'amende de 25 000 avec toute une structure de délation, là, pareil comme ce qu'on a vécu. Fait que ça se passe dans toutes les facettes. À nous de dire que... Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est que aller dans le bois devient un privilège quand c'est possible. Quand c'est possible. Et on le fait de plus en plus souvent. En le faisant de plus en plus souvent, ben, à un moment donné, les gens... Ouais, mais tu comprends, c'est pour protéger. C'est pour pas qu'il y ait d'incendie. Il y a du mensonge. C'est lui qui me dit. C'était pas l'année dernière, c'est il y a 2 ans, quand il y a eu les incendies de forêt. J'étais moi dans le bois et je voyais passer sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe, la ZEC de, j'ai oublié le nom, est en flammes, tout est détruit. J'y étais, il n'y avait rien. J'y étais au même endroit. Il y a 2 ans, c'était l'année du lapin d'eau. Il y a bien de l'eau qui tombe l'année du lapin d'eau. Sur cette... oui. Dans ce que tu dis, c'est l'argument sécuritaire qui est à la base de tous les contrôles. Oui. On l'a vécu dans le COVID. Ouais. Quand on demande l'argumentaire qu'il y a derrière pour démontrer qu'il y a un risque, on tombe dans un vide. Oui. Un citoyen, je pense que ça fait partie. Alors, moi, ça a été ma façon de challenger notre système. Vous me dites qu'il y a un risque, montrez-moi les études, montrez-moi vos chiffres, montrez-moi vos données, ils ne sont pas capables. Et à ce moment-là, moi, j'ai le levier pour dire que vous n'êtes pas capable de me le montrer. Alors, je suis en attente. Et là, ça met du sable dans l'engrenage. Ça fait partie des réflexions. Fonctionner à coup de mise en demeure. On est en guerre, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Et oui, et il est en guerre, mais il a oublié de préciser, de finir la phrase. C'est toujours les fins de phrase qui sont pas juste avec eux. La mondialisation heureuse. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. C'est toujours la fin qui dérape. Donc, il était en guerre, mais il n'a pas précisé contre qui, c'était contre nous. C'est la neuve langue. Oui, c'est la neuve langue. C'est la neuve langue. Alors, est-ce que... Moi, je sais pas, la discussion est ouverte. Oui, parce que je n'aurai pas de montre, je n'ai pas regardé l'heure. Bon, ça oui, le temps passe vite. La parole est à vous, je ne sais pas les sujets qui vous intéressent, et puis après on va les manger simplement. Ou ben on y va maintenant. Je voudrais entendre parler du volet de l'autosuffisance alimentaire. Vous êtes rendu où là-dedans? On a tenté de constituer un groupe qui avait différentes, des belles idées, chacun de leur côté, mais ça n'a pas coalescé encore. Là. Il y a eu quelques discussions, puis finalement, ben ça... Parce que vous savez le projet que, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai monté la structure d'une coopérative de distribution alimentaire sous forme de chaîne courte. Bon, là, je rapetisse le nom. Mais c'est ça, sous forme de coopérative. C'est ça. Donc, je l'ai monté. Steve a été témoin de mes tapes sur le nez. Mais c'est ça, je continue, je ne lâche pas. Puis, je suis en lien avec des gens très intéressants. C'est pour ça que moi, c'est un volet que je porte. J'aimerais
développer. C'est comme le localisme, il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler. Elle faisait partie de mon CA parce que là, pour l'instant, le CA est dissous parce qu'on était rendus toutes les deux. C'est plus facile de s'appeler puis de se parler. Ouais, c'est ça. Fait que, Mais on a fait faire une étude de marché. Mais documentez ce que vous faites, on va le mettre avec grand plaisir. On va tout t'envoyer. Ben, c'est ça, vous l'envoyez à Gilles, puis on le met sur On le le met site. sur le site web. Puis Judith, si tu veux... Mais tu sais, Elle va nous en parler. Ben, on n'a pas déterminé d'emploi parce que là, ça a bugué, mais toute la structure, elle est faite sur 5 ans. Fait Là, que, finalement, ça n'a pas accouché encore? ben, pas incorporé. C'est ce qui manquait, c'est. C'est pas encore incorporé parce qu'il manque, c'est pas une équipe. Nous autres, on est l'équipe constitutive. On est 3 femmes. On était 3 femmes qui ont monté ça. Suzanne, Sylvie et moi, à la fin. Puis, là, on était rendu à l'étude de marché, l'incorporation, mais ça prend une équipe. C'est quoi rajouter? En fait, quand tu fais une cohorte de solidarité, il faut que c'est un peu comme n'importe quel groupe au BNL où tu dois d'abord avoir des gens qui sont impliqués pour faire des statuts et règlements. Puis après ça, c'est pas toi qui incorpore aller au bureau d'enregistrement des entreprises avec ton 1000$ en dessous des bras. Ça ne marche pas comme ça. Non, c'est beaucoup plus complexe. Il faut qu'il y ait une assemblée générale. c'est pas non. Nous, on a créé le BNL et c'est pas si compliqué que ça et on peut vous aider comment nous on l'a fait. La coopérative, c'est des parts. Ah, c'est des parts. Oui, des parts. Ça prend des membres. Ça prend des membres. Puis ça prenait des membres producteurs. Et les membres producteurs, ils sont pas prêts. Est-ce que ça serait plus simple de faire une coopérative off-grid? Ben oui. On s'en va vers En dehors du registraire des entreprises. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous enregistrez vos corporatives et au BNL et tout dans le système de SACAN. Excuse de le dire de même. Mais tu sais, pas enregistré. Je sais. Je parle à ceux qui l'ont fait. Je l'ai fait moi aussi. Là. Moi aussi, je me suis enregistrée là, dans le système de SACAN. OK? C'est un mot. Hein? C'est juste un mot, mais je veux juste que vous compreniez que si on l'enregistre, ça leur appartient. Oui, OK? Voilà. C'est beau. Merci. Mais il y a une chose. Mais c'est très intéressant ce que Robert dit. C'est que si on voudrait vraiment sortir de ce truc-là, mais là, c'est là l'affaire. C'est que la monnaie de Satan, c'est l'argent qu'on s'échange entre nous. Donc, c'est là qu'on vient jouer au nerf de la guerre. C'est là qu'on a de la difficulté. Il y a même une dimension, je ne veux pas te couper, mais il y a même une dimension à laquelle on a pensé, mais là, c'est pour justement collaborer pour y arriver. Il y a même Il y a un mouvement international qui s'appelle Ubuntu. Michael, ben oui, je sais, je le connais. Michael Slater. Michael. Mais c'est ce qu'on s'est rendu compte avec toutes les réflexions qu'on a faites, c'est que les gens ne sont pas mûrs encore. Ils sont pas mûrs parce qu'ils ne veulent pas lâcher leur argent, comme disait ma grand-mère. L'argent, puis pas que dans le village de Saint-Abel, on est rendu avec c'est un juste l'argent au départ, OK? L'ego, on en parlera. Je propose, ben là, qu'on coupe l'enregistrement. Oui, attends, je veux juste faire un commentaire avant qu'on coupe l'enregistrement par rapport à ce que vous dites. Il y a une chose qui est importante. Plus on a des petites choses qui démarrent à droite, à gauche, plus c'est compliqué pour le système de s'en défendre. C'est la diversité qui fait... Parce que quand vous avez quelque chose de gros, important, avec un chef, ça prend quelques minutes avant qu'il y ait une équipe de McKinsey qui se met sur le cas et qui va s'en occuper. Quand vous avez un petit truc qui démarre dans un village, entre des citoyens, qui contournent le système d'une manière ou d'une autre, ça implique 10, 20, 30 personnes. Ils n'ont pas les moyens de mettre une équipe McKinsey pour gérer ce dossier-là. Quand il y en a 20, quand il y en a 30, quand il y en a 100, le système fige, il n'est plus capable. C'est la diversité de toutes ces petites options partout. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire pour ramener ça au niveau localisme, c'est juste de les interconnecter. Vous avez une idée? Dites-nous-le, comme l'histoire des éoliennes. On n'a pas été organiser quelque chose. Il y a des gens qui font ça très bien. Oui. Quand on nous parle de ça, on renvoie vers eux. Et on veut juste un interconnecteur.
Parce que c'est pas nous qui avons les idées. Vous les avez toutes, les idées. Et plus il y aura de diversité, plus ça va être compliqué. C'est comme quand vous avez une monoculture. Dans une monoculture, il y a un ravageur qui rentre dedans, il fait le ménage au complet. C'est super facile. Il va de l'un à l'autre. Alors que nous, notre force, c'est d'avoir plein de petites choses. 10 citoyens qui travaillent ensemble, ça embrasse des affaires. Ben, 10 citoyens qui travaillent ensemble, ça prend 10 contrats. Parce que tu sais que quand on se met en couple, déjà, le sens de l'humour du bon Dieu rentre à 2. Alors, 10 personnes, ça prend quelque chose d'écrit. Et puis, il y a longtemps, notre civilisation, elle a instauré la loi des contrats. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on dealait ensemble. Ouais. Puis il y avait toujours Salomon qui venait dire, bon, mais oui, ton contrat, tu ne l'as pas respecté, blablabla, blablabla. Là, on n'est pas là. On essaie de construire. Il faut tout reconstruire. Il faut tout reconstruire, en effet. Tout a été noyauté, il faut tout reconstruire. C'est ça. Donc, en dehors, il faut faire des contrats. Véronique? Bonjour, alors moi je suis complètement en dehors de tout ça puisque je vis en France. Donc je prends beaucoup de plaisir ce matin à découvrir tout ce que vous dites. Moi, si je peux juste mettre ma pierre à l'édifice, c'est... Peux-tu parler plus fort? Oui. Si je peux juste mettre ma pierre à l'édifice, j'aurais une question à vous poser. Savez-vous à quoi sert une loupe? À grossir. On s'entend. Regardez le petit village gaulois, là. Une loupe, ça sert à voir en beaucoup plus gros ce qui est juste en dessous. Mais avant toute chose, ça sert à louper tout ce qui est autour. Et, Véronique, quand tu passes, s'il te plaît. oui, une loupe, ça sert à voir juste ce qui est en dessous, très gros, très bien. Mais avant toute chose, ça sert à louper tout le reste. Et quand je vous entends, alors il y en a un qui est très tourné vers les éoliennes, puis il y en a un autre qui va être très tourné vers, je ne sais pas, la résilience alimentaire, et puis un autre qui va être très tourné sur qu'est-ce qu'on fait au niveau communal, et puis etc. Et c'est bien normal parce que ça demande beaucoup d'énergie. Mais le danger, c'est du coup, quand vous ne regardez plus que ça, c'est de plus vous rendre compte de la totalité du système. Ouais. Et c'est important, et en ça, je trouve que c'est très chouette de pouvoir mettre toutes vos infos sur un site, parce que quand on est très pris dans quelque chose, on ne sait pas ce qui se fait, on n'a pas, juste pas pensé. Et très souvent, on loupe des connexions. C'est-à-dire de se dire, l'histoire de l'alimentation, très probablement, ça peut raccrocher avec c'est quoi toutes les difficultés des producteurs. Ouais, c'est ça. Et eux-mêmes, ça va raccrocher à oui, mais nous, on voudrait bien produire, mais on n'a pas de terre, parce qu'on n'a pas accès à la terre. Et puis ça va arriver à oui, alors on veut bien nous donner des terres, mais elles n'ont pas d'eau, on ne peut pas produire sans eau, etc. etc. C'est une image globale. Quoi qu'il en soit, faut tout. Alors, je ne voudrais pas mettre des il faut, mais je vous invite à goûter à la systémie. C'est-à-dire, moi, ce qui m'arrive, le sujet sur lequel je travaille, forcément, il s'interconnecte avec le reste. Et si on ne fait pas ça, de fait, on est hors sol. J'ai deux questions. C'est très, très juste. Véronique, oui, que tu amènes. Et je dirais, plus on va être conscient de ce qui se passe dans différents milieux, plus on va être capable de mettre en lumière les mécanismes qui permettent ça. Sur ces mécanismes-là, si on arrive à documenter, je dis souvent ce mot-là, mais si on arrive à le voir et mettre la loupe sur le mécanisme, donc que notre local, que ce qu'on vit dans nos différentes choses nous amène à voir comment c'est possible, là, on peut peut-être avoir un impact qui va avoir une portée plus large. Oui, mais c'est bien ça. En réalité, si on réfléchit de manière systémique et non pas en silo, ça nous permet de pouvoir, avec une action, répondre sur un grand nombre de sujets. C'est ça. Pas cher. Ouais. Ben, 3 points, là. Un, c'est pour les initiatives là, en alimentation. Ce qui serait important, quand on roule
maraîchers un peu partout. Ouais, Ça serait intéressant, justement, de pouvoir signaler tous ces maraîchers-là, ceux qui veulent. De quoi on a notre OMS ici, là, qui. Il s'agit de lui envoyer l'information, les gens vont voir, OK, dans quelle ville, bon, il y a tel maraîcher à telle place, telle place. De cette manière-là, on peut aller direct aux producteurs et se faire quasiment un tour du Québec, tout le temps en ayant une très bonne idée où il y a des maraîchers pour ça. Là, il y a un point sur le côté, on peut dire, économie locale, une expérience que j'ai déjà vu faire. Là, je ne sais pas ce qu'il y en est de la légalité de ça, mais c'était dans le coin de Bonaventure. Eux, les billets, là, ils ont coupé en deux. Oui. Puis, fait qu'un 20$, ben, coupé en deux, ça valait 10. Fait que ceux qui avaient comme ça. Puis après, les billets coupés, ils circulaient juste dans les commerces qui avaient accepté ces billets coupés-là. Mais éventuellement, ben, quand deux moitiés se rejoignaient, si quelqu'un cherchait, mettons, moitié, à la limite, il tapait, puis ça passait. Après, là, ça rentrait dans le réseau. Mais que c'était une manière de s'assurer qu'il y avait, que cet argent-là restait local, régional. Et pour ensuite, pour faire du pouce un peu sur ce que Véronique a dit, que je trouve ça, l'analogie de la loupe est vraiment bonne. Et la municipalité, je dirais que c'est une belle place, justement, comme dénominateur pour ça. Fait que les municipalités peuvent favoriser l'auto-alimentation. Ils vont gérer, justement, l'implantation d'éoliennes, ils vont gérer, tout ça. Fait que c'est important. Et là, tu m'excuseras, Philippe, mais Inno Direct, c'est quand même, c'est une initiative de Philippe que je pense qui est de quoi d'ultra important, parce que ça permet à tous les citoyens, ça leur permettrait de discuter entre eux, et même à la limite que ce soit eux, à partir de cette plateforme-là, qui imposent des sujets au conseil de ville. Fait que là, c'est de là que là, il y a plusieurs personnes qui ont chacun le look, qui regardent. Chaque personne explique son observation, puis en faisant le bilan des observations, ça donne une idée beaucoup plus générale, puis beaucoup plus complète d'une situation qui est enchevêtrée. Le principe de l'intelligence collective, je veux dire, au-delà d'Inno Direct, c'est l'intelligence collective qui permet à chacun d'éclairer un angle mort et globalement d'avoir un éclairage qui a du bon sens. Qu'est-ce que Inno Direct? Je ne veux pas embarquer ce sujet-là parce que je suis en conflit d'intérêts. C'est une plateforme que j'ai développée pour justement aller chercher l'intelligence collective. Philippe? Je vais inventer un nouveau mot, c'est une association de mots. Permaculture citoyenne. Permaculture humaine, ça existe. Permaculture humaine, oui. Quand il a dit à un moment donné que la monoculture, c'est la monoculture citoyenne, mais McKinsey rentre facilement. Oui. Vous m'avez fait penser que j'ai pas dit à mon ami qu'en fait, il gère les banques alimentaires. Oui. Lui, en fait, il travaille sur un logiciel présentement pour faciliter les achats en lot. Parce qu'on s'entend que pour acheter en lot, il faut connaître les gens un peu de notre municipalité qui est proche. Et on est rendu au point qu'à son plus bas niveau, on ne connaît même pas nos voisins. Non. On ne connaît pas beaucoup de nos voisins. Quand même avoir 10 personnes qui veulent acheter des groupes d'achat. Oui, un gros achat, quelque chose dans l'eau. C'est difficile. Donc, lui, il monte un logiciel présentement qui permet les gens de faire les liens. De se mettre en lien, oui. Là, on achète la viande dans l'eau. Là, on achète. C'est quelque chose. Même là, il y a un manque. Donc, je vais lui mentionner de mettre l'idée. Steve est un bon interlocuteur. En fait, par rapport à le comité d'approvisionnement alimentaire qui a eu lieu, j'étais dedans. Si je parle au passé ou au présent, là. En fait, ça ne me lâche pas jamais. Là. Mais
en fait, c'est parce que c'est Ben, la personne que tu parles, là, Ben Soureg. Puis il y avait Luc qui était dedans. On avait parlé, mais on n'a pas eu le temps de participer aux rencontres. On avait commencé à en discuter. Fait que je peux peut-être faire un petit topo, là, essayer de faire ça rapidement depuis où qu'on en était. Veux-tu venir le Viens faire donc ici, viens le faire ici. Bon, je voulais parce que. Ben oui, finalement, une conférence improvisée. Bon. Ouais, c'est ça. On a eu une petite rencontre, quelques petites rencontres. En fait, pourquoi on n'a pas été plus loin? En fait, c'est juste le temps. On n'a pas réussi à se synchroniser parce que toutes les discussions qu'on a eues, on était vraiment sur la même longueur d'onde. En fait, toutes les discussions qu'on a eues, on n'a jamais été en désaccord sur aucun point. Fait que c'est pas une question de philosophie qui a fait que ça n'a pas abouti. C'est plus une question de synchronicité du temps. Moi, je suis en garde partagée, c'est aux 2 semaines, puis là, maintenant, t'arrives que là, tu dis, bon, on a réussi à être aux 2 semaines jusqu'à temps que maintenant, là, on manque une semaine, finalement, ça se retrouve au mois suivant, l'autre mois d'après, ça ne marchait pas, fait que finalement, ça s'est tiré, fait que ça s'est comme essoufflé, là. Fait que là, il y aurait de quoi, mais il y a eu des bonnes discussions, justement, par rapport à son logiciel qu'il y a en place. Moi, de mon côté, je l'ai mis en place dans le passé, qui est encore dans le présent, mais c'est pour ça que je ne sais pas si je parle dans le passé ou dans le présent, parce que là, actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont là, disponibles, mais qui sont encore sur la glace. Fait que tout est en place. Moi, j'ai développé un projet qui s'appelle l'entretablé, mais en fait, j'en aurais parlé un petit peu si la fin de semaine aurait été de 3 jours, mais finalement, vu que... T'en parles pareil. Hein? J'en parle pareil, même si je ne me suis pas préparé de texte. Des fois, c'est ce qui est mieux. Mais l'entretablé, puis bon, écoute, c'est parti au tout début de la pandémie. On a fait les erreurs d'essayer de copier le système pour pouvoir développer un projet d'approvisionnement alimentaire. On s'est réalisé. Puis là, à travers de ça, il y a eu les épreuves de la vie qui a fait que il a fallu que je mette ça sur pause. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, au-delà de l'approvisionnement alimentaire, au lieu que la mission soit de développer la souveraineté alimentaire, la mission est devenue être humain entre êtres humains. Donc, le but n'est pas de rencontrer l'urgence, mais c'est ça, en réalité, être humain entre êtres humains, et l'approvisionnement alimentaire devient le prétexte pour se regrouper entre êtres humains, développer des tables. Donc, ça n'est pas obligé d'être des tables avec de la bouffe, ça peut être des tables de discussion, ça peut être des tables de projet, ça peut être des tables d'atelier, de travail, ça peut être aussi, mais à la base, c'était l'approvisionnement alimentaire parce que se nourrir ensemble permet de créer des liens humains entre êtres humains. C'est porteur. Des compagnons. C'est ça, exactement. Mais là, actuellement, moi aussi, j'ai une plateforme qui est en ligne, qui est pratiquement prête à mettre en place. Mais à un moment donné, c'est le gaz aussi qui manquait, puis aussi le contexte familial qui a fait que, j'ai mis aussi sur pause. Mais c'est vraiment de dire, de toute façon, avant d'avoir une plateforme, c'est un peu comme je disais à Judith, c'est bien beau avoir une coopérative, mais avant d'avoir une coopérative, il faut apprendre à coopérer. Il n'y a rien qui nous empêche de coopérer. On n'est pas obligé d'avoir une coopérative pour coopérer. Fait que ça, là, à la base, on n'a pas de permission à demander pour travailler ensemble. On n'a pas besoin de... Tu sais, souvent, c'est l'erreur qui se fait. On veut bâtir une structure. C'est parce qu'on est programmé à vouloir bâtir des structures avant de mettre les mains dans le jardin. Mais probablement, c'est parce qu'on n'a pas tant le goût que ça d'avoir les mains dans la terre. C'est peut-être ça le vrai problème. Fait avant de créer des structures, allons sur le terrain, allons dans l'action, puis après ça, on va pouvoir... Fait que oui, il y en a des structures. Des structures, là, il y en a une panoplie pour apprendre à être humain, entre êtres humains en premier, puis tout ça va se mettre en place. Je vais faire ce pouce, puis je ne m'étendrai pas, mais tu sais, là, je suis en train de faire des capsules de comment collaborer ensemble. Parce que l'éducation, on est dans l'éducation, de propulser ça, puis parce que les gens, ils ont tellement été cadrés, mindés, arrêtés de réfléchir, qu'ils ne savent pas, ils veulent, mais sont pris
dans Ouais. leur faux confort, puis fait que c'est ça. Mhm. Fait que c'est de désapprendre à réapprendre. Ouais. La meilleure chose qui va arriver, là, c'est quand on va avoir faim. Fait qu'il faut Faut pas juste- je comprends. Non, en fait, moi, je fais des tests. Ça fait 25 ans que je fais des tests. Mhm. OK? J'ai pas faim en ce moment, mais je fais des tests. OK. Quand on aura faim, on saura. C'est ça. C'est la préparation. Mais tu sais, à la base, c'est ça. C'est commencer à simplement se regrouper, puis de dire, ben là, on veut être humain entre êtres humains. Puis, premièrement, se réunir et dire qu'est-ce qu'on fait. Bon, si c'est de la cuisine collective, que si ça soit du jardinage. Puis en fait, le plus beau exemple là, que je connais, je ne sais pas dire qu'il n'y en a pas des plus beaux, mais il est ici, puis c'est Vicky qui a un des très beaux projets en approvisionnement alimentaire avec le jardin aux 80. En fait, c'est le plus humain que je connais, le plus abouti, le plus structuré. Puis, ils se sont pas montés une structure pour faire un jardin. Ils se sont réunis ensemble, ils ont fait un jardin, puis là, j'imagine qu'à la suite, il y a eu des structures qui se sont faites pour permettre. Mais je crois qu'on on a un bel exemple. Peut-être qu'il y aura l'occasion d'en parler, mais je pense que c'est un des beaux projets au Québec qui est à Victoriaville. Vous pourrez en parler avec Vicky. Là. Nancy? Au niveau de l'approvisionnement justement alimentaire, il y a ceux qui habitent dans le coin. Il y a Philippe Deveau qui avait été membre de l'Agora là, dans les débuts de cette époque. Il avait monté il y a encore son site internet, ça s'appelle L'Approvisionniste. Mm-hmm. On commande en gros, c'est genre un 50 livres de cachou, un 50 livres de lin, un 50 livres de riz, jasmin, n'importe quoi. Il a tout communiqué, lui, avec les fournisseurs UPIC, Horizon, Nature, en tout cas. Il s'est fait passer pour un commerce. Le seul hic qu'il y a, c'est que la livraison doit se faire chez lui à Stoufflé. Mais c'est une belle initiative locale qui permet justement d'acheter en gros et de se distribuer. Parce que je te dis que quand on parle de noix, on ne se le cachera pas. Là. Moi, j'ai beaucoup comparé les prix avec Avril, puis c'est incroyable comment il y a des bons prix. Et alentour? Pardon? Alentour? Stouclé, c'est près de Non, je Waterloo. sais. La coopérative d'Alentour. Vous n'avez jamais été là? Oui, moi, moi, ça fait 35 ans. Mais je ne sais pas si, avec Philippe, as-tu déjà réussi à y parler? Oui, moi, j'ai déjà parlé avec Philippe. Je connais ce qu'il a fait, là, l'approvisionniste. Puis justement, il y a justement Judith qui est là, qui est la bouffe chez nous. Il y a le Saint-Vrac à Saint-Adrien qui a un projet bien structuré. Moi, il y a une période de temps où c'est vraiment off-grid, là, mon projet. Puis je crois qu'il faut rester off-grid, puis il y a une façon légale. Mais là, je ne veux pas faire comme si, parce que je sais qu'à un moment donné, je n'étais pas présenté de quoi, puis je ne veux pas prendre du temps, parce que j'aurais pu le faire. Mais légalement, on a le droit de collaborer. Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi qui nous empêche de collaborer, d'acheter ensemble, puis... en autant que ce soit du début à la fin. Du début à la fin. Parce que moi j'ai une amie qui juste, je vais juste finir. Travaillait au MAPAC, puis elle me disait ça tout le temps, du début à la fin. En fait, c'est que aussitôt que tu as un contrat commercial, c'est là que tu as des comptes à rendre. Mais si tu es dans une dynamique de collaboration, que ce soit des achats de groupe, les achats de groupe, c'est de la collaboration, mais il faut que ce soit un vrai achat de groupe. Il ne faut pas que quelqu'un se prenne une cote. Si quelqu'un prend une cote, on n'est plus dans une dynamique d'achat de groupe. Si c'est de la production collective, j'achète une vache ensemble, j'achète avec un groupe, nous achetons un groupe, on a le droit de consommer le lait. Mais si je donne du lait cru à quelqu'un, c'est criminel, tu peux faire de la prison. Mais nous avons le droit de collaborer. Il n'y a aucune loi qui nous empêche de collaborer. Il faut y aller de façon plus organique. Mais ce que je voulais dire, parce qu'on a soulevé avec Philippe Deveau, en fait, là, moi, j'en ai parti un, puis c'est pas compliqué partir un groupe d'achat. Puis tout le monde qui est ici sont capables d'en partir un.
Là, on dit hey, c'est énorme. Non, en fait, d'aller voir des producteurs, d'aller voir le système de distribution, bio, tout ça, là. Il n'y a rien de plus simple. Les producteurs, c'est ce qu'ils veulent là, qu'on aille les voir. Il n'y a aucun. J'ai 100% de réponses positives quand je suis allé voir les producteurs. 100%. Là. Il n'y a pas un producteur qui va dire « Ah non, moi, je ne veux pas vendre mes trucs. » Voyons donc. C'est comme, non, ils veulent vendre local, ils sont là, ils sont dans cette dynamique-là. Le problème que j'ai rencontré, c'est qu'à un moment donné, ils sont pris dans le système. Fait que moi, je prioriserais à produire collectivement avant d'acheter dans un producteur qui est poigné dans le système, il est esclave. Fait que dans le fond, si j'achète un esclave, ben, si l'esclave se fait passer, on est mort. Mais si on crée nos initiatives, au-delà d'aller acheter local, ce qui est très bien, acheter des maraîchers poignés dans le système, c'est correct. Mais idéalement, mettons-nous ensemble, achetons une vache, mettons-nous 3-4, allons jardiner en dessous des... Allons jardiner, allons cultiver l'espace public à la limite. Là, allons faire si on fait des jardins de permaculture dans l'espace public, là, dans un parc, des affaires, il y a tellement de friches. Le problème, c'est pas le terrain, c'est d'être humain. On n'est pas humain. Fait que tant qu'on n'aura pas la qualité d'être humain, entre êtres humains, ça ne sert à rien de chercher un terrain parce que le terrain, il commence ici avant de commencer. Tout à fait. Ah, wow. Bonne fin. Il y en a d'entre vous qui connaissent des gens qui connaissent la permaculture. Oui, on a un spécialiste avec nous autres. OK, c'est parfait parce que justement, je pensais à ça. Une manière de rentrer dans un village, c'est d'aller voir des citoyens et demander des lois, demander des règlements pour que les individus, les gens, les propriétaires peuvent avoir une partie de leur terrain à la permaculture. Donc ça c'est une idée qui est rassembleur pour un petit village ou n'importe quel secteur d'une ville, quelque part. Je suis pas sûre de comprendre bien votre idée, parce que est-ce que sans règlement, on n'aurait pas le droit de faire que. Ben, c'est juste que si les gens sont favorables, il y a assez un grand groupe. Puis si on arrive à l'hôtel de ville, à ce moment-là, il y a 30 personnes qui peuvent avoir des jardins communautaires, mais permaculture. C'est que la terre est communautaire. Je vous propose que... Ça pourrait être sur ton terrain personnel aussi. On va pouvoir avoir ces discussions en mangeant, parce qu'après on a notre conférence, il faut que les choses avancent. Mais c'est exactement là, pour ça que tout le monde est là, c'est pour se parler. Fait que continuons. Continuez à vous parler. Bon appétit, on mange dehors.